Oui, merci. Donc, on est ici là pour le conseil comme comité de démolition. C'est un peu particulier de s'appeler comme ça, mais c'est notre rôle dans ce cas-là. Donc, il y a une résolution qui a été présentée par le CCU. Je vais vous laisser, Mme la greffière, prendre... Oui, en fait, il s'agit de la présentation qui a eu lieu il y a 2 semaines avant la séance publique pour le 34 Gamble, je veux dire Ouest, si ma mémoire est bonne. Est, en fait, non, Est. Donc, le Conseil avait reçu certaines oppositions, a tenu la rencontre de la présentation le 9 mars dernier et, considérant certains éléments, là, est prêt à rendre sa décision avant la séance publique. Donc, considérant que le bâtiment est en bon état, il comporte notamment des espaces à bureaux pour des organismes communautaires, que sa démolition pourrait porter atteinte à l'accès aux services de proximité, au dynamisme du centre-ville, qu'il y a déjà une offre de stationnement public dans le secteur et que le centre-ville est desservi par le transport en commun, que la réutilisation du sol, qui est à dire un stationnement, pourrait contribuer notamment à la création d'îlots de chaleur, que l'immeuble est situé dans un endroit stratégique au cœur du centre-ville et que la perte de locaux commerciaux et de services dans le centre-ville n'est pas souhaitable. Suite aux oppositions également qui ont été reçues, le Conseil souhaite refuser, dans le fond, la demande de démolition qui a été présentée concernant le 34 Gamble Est. Donc, vous appuyez la recommandation du CCU? J'en fais la proposition, Vicky Brazo. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. D'accord. On est prêt. Oui. Oui. C'est en ligne. OK. Coupez le blooper. Il n'y a pas eu de pause. Il n'y a pas eu de pause. Donc, merci. Donc, en tout premier lieu, bonsoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal de Rouyn-Noranda. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc plusieurs points à ajouter ce soir dans la section des dérogations mineures et PPC-MOI, donc 2 projets de parcs d'énergie solaire. Ensuite, dans les affaires politiques, à 9.1.8, un soutien financier pour un projet de l'Agora des Arts. En 9.4, 2 résolutions pour des projets d'énergie solaire. En 9.5, une résolution concernant le milieu communautaire. En 10.3.3, dans les opérations comptables, dans le fond, venir rattacher le financement d'un contrat déjà octroyé à E3 Novo, une autorisation de revente d'un lot que la Ville avait cédé à un entrepreneur. Dans les avis de motion, un avis de motion pour des parcs d'énergie solaire et le règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Rouyn-Noranda. Et finalement, dans les règlements suivant l'avis de motion, le projet de règlement concernant le code d'éthique et déontologie. Ça va? Proposant? J'en fais la proposition, Martine Rioux. Je l'appuie, François Gagné. Au suivi des dossiers politiques... Je vous propose l'adoption du procès verbal, s'il vous plaît, M. le maire. D'accord, j'ai hâte d'arriver là. L'adoption du procès verbal du dernier conseil de la séance du 9 mars 2027. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Pierre Côté. Je peux y aller maintenant? Absolument. OK. Ça va bien. Écoutez, jeudi dernier, soit le 19 mars, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 11 et les amendements liés à l'autorisation ministérielle de la fonderie. Comme le premier ministre l'avait mentionné, là, ces amendements permettront d'accorder plus de temps à la fonderie pour arriver à 15 nanogrammes. Donc, la fonderie est assujettie aux mêmes objectifs de réduction, mais avec un échéancier prolongé.
du 16 mars 2029 au 15 mars 2033, elle devra atteindre et maintenir les cibles de 15 nanogrammes. Glencore nous a confirmé que des travaux reprendront dès que le projet de loi sera adopté à l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne nouvelle. La fonderie nous a également indiqué qu'ils allaient présenter publiquement son plan d'investissement. Bien qu'on en a pris connaissance pour le moment, nous savons que les travaux visant l'atteinte du 15 nanogrammes devraient se terminer vers l'été 2029. C'est donc à partir de ce moment qu'on va pouvoir avoir des progrès réels. Évidemment, je suis conscient, là, on est conscient que ça a suscité chez certains et certaines là, du mécontentement, mais on pense que l'idée derrière ça, pour une majorité d'entre nous, c'était que les investissements viennent rapidement et qu'on aille vers l'amélioration de la qualité de l'air. Je pense que c'est un objectif qu'on partage tout le monde ici, peut-être pas avec les mêmes moyens, mais on partage cet objectif-là. Pour ce qui est du projet du lac Noranda, nous nous apprêtons à franchir une nouvelle étape. Ce soir, nous allons octroyer un contrat à un entrepreneur afin de déboiser le secteur. Ces travaux auront normalement lieu au cours du mois d'avril. Nous sommes toujours en attente d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour pouvoir procéder. Je veux juste rappeler que les investissements pour ce développement-là, ça viennent du gouvernement du Québec et que ce futur quartier s'inscrit dans une démarche visant à relocaliser les propriétaires et les locataires de la future zone tampon. Vous avez le budget a été déposé la semaine passée. Dans ce budget-là du gouvernement du Québec, il y a une partie sur la zone d'innovation minière. Je vous demande juste d'être... demain, il y aura des annonces. Là. Il y a des ministres qui vont être ici en ville. C'est une bonne nouvelle pour notre municipalité. Je vais y participer avec des membres du conseil, avec des gens qui ont travaillé très fort pour que ça arrive. Les gens qui étaient là au tout début de ce projet-là. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir être là et de participer à cet événement-là qui est majeur là, pour la ville de Rouyn-Noranda. En ce qui a trait au déneigement, évidemment, on va appeler à la collaboration à nouveau. On a un hiver vraiment exceptionnel. On nous prévoit, puis personne ne va entendre ça ici autour de la table, là, mais on nous prévoit 30 cm de neige. Donc, et la capacité de stockage du dépôt à neige est presque atteinte. Par conséquent, il sera plus possible de ramasser, de souffler toutes les nouvelles accumulations. Nous devons être patients et attendre que la chaleur, on a tous et toutes hâte à ce moment-là aussi. Donc, les opérations de soufflage et de transport de la neige seront évaluées en fonction de la capacité du site. La priorité sera accordée aux voies de circulation principales, et au centre-ville et aux autres secteurs stratégiques. Stationnement dans les rues à compter du 1er avril, c'est possible, mais on vous demande d'éviter, justement, pour que le travail puisse se faire. Il y aura évidemment des travaux à venir. Là, les prochaines semaines seront particulièrement chargées pour les travaux publics. Nos équipes devront assurer la gestion de la fonte, de l'écoulement efficace des eaux en dégelant les puiseurs et ponceaux. Donc, c'est ça la réalité dans laquelle on est. Évidemment, on demande la collaboration et la patience de la population. Encore une fois, on a eu un hiver exceptionnel et je pense qu'il vaut la peine de saluer le travail qui a été fait par les travaux publics jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup. Peut-être en terminant, j'ai texté mon homologue de Val-d'Or aujourd'hui, Serge Allard, vu qu'on a gagné les deux équipes, les deux parties en fin de semaine des Huskies et que les Huskies sont champions de l'Ouest. Donc, je me suis permis de taquiner mon cher collègue à Val-d'Or. J'imagine qu'il va me le remettre à un moment donné, mais c'est une bonne nouvelle pour la ville de Rouyn-Noranda. Merci.
Donc, sujet des membres du conseil, il y avait Mme Brazo. Merci, Monsieur le maire. Alors, petit rappel à tout le monde, il y a une consultation pour le schéma d'aménagement du territoire qui va se tenir la semaine prochaine. Donc, mardi prochain, à compter de 18 heures, c'est au centre des congrès. Alors, qu'est-ce que le schéma d'aménagement? Bien sûr, c'est une démarche qui est quand même une obligation légale pour toutes les MRC. Et comme nous sommes une ville MRC, nous devons entreprendre cette démarche-là. Notre dernière version date de 2010, donc 15 ans plus de 15 ans plus tard, hein, on est à revoir comment qu'on désire développer le territoire qu'on habite avec les enjeux actuels, bien sûr. C'est un outil qui permet de nous guider dans l'organisation en matière d'urbanisme, d'environnement, de transport et bien sûr de développement. Donc, ça touche un peu... ça touche tout le monde, ça touche toutes nos réalités. Il y aura 2 activités de consultation dans les prochaines semaines, donc celle que je vous ai dit le mardi prochain. Donc, on espère que vous viendrez en grand nombre nous partager vos idées, vos préoccupations. Puis, on a besoin de vous entendre aussi. C'est quoi vos besoins, les réalités que vous vivez en habitant notre belle ville MRC. Puis, il y aura un questionnaire en ligne qui sera lancé en avril. C'est vrai, c'est la 2e activité. Merci, Monsieur le maire. Madame Turgeon? Oui, moi, sur une note un peu plus légère, il y a eu une compétition de danse en fin de semaine et le club, le studio de danse, rythme et danse, s'est très bien illustré. Alors, des petites filles de moins de 10 ans qui ont gagné la première place, c'est des noms anglais, là, mais les Twinkles ont gagné la première place, les Sparkers, eux autres, ils ont gagné la 2e, les Shine, eux autres, première place, première dans leur division, et les 3 juges qui étaient sur place, ils ont nommé, ils appellent ça en anglais encore, Hit of the Day. Donc, c'est quand même une belle... Puis, et finalement, il y a aussi ils ont gagné aussi également la 3e place avec les... Et en plus de ça, les organisateurs de cette compétition provinciale-là aussi nomment les partisans, pas les partisans, mais les spectateurs, ils nomment un groupe, puis c'est le groupe de Rouyn-Noranda. Donc, on s'est fait parler de Rouyn-Noranda pendant cette compétition-là. On était très fiers. On a entendu parler de Rouyn-Noranda sur un autre angle que négatif. Alors, bravo au studio de rythme et danse. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Merci. Donc, on est... J'ajouterais un léger point, un peu un mix de ce que vous avez dit et ce que Mme Turgeon a dit. Pendant que nos équipes de déneigement où M. Chevalier tente de gérer les opérations, j'inviterai quand même les gens à profiter de la fin de l'hiver, parce que ça apporte quand même des éléments positifs. Le Mont-Canasta qui va rester ouvert encore probablement pendant quelques semaines, les clubs de ski de fond des Vins, Granada. Donc oui, il y a du pelletage, il y a peut-être des tours de rein, mais il y a aussi un peu de bonheur qui peut venir avec ça, avec nos centres de plein air qui sont encore ouverts. Donc je vous invite à en profiter dans les prochaines semaines. Merci. Donc, on est rendu au point 4, demande citoyenne. Je vous rappelle, là, le règlement, c'est 30 minutes à partir de 8h10, là, c'est 30 minutes et c'est 5 minutes par intervention. Et je vous demande de vous nommer. Bonsoir, François Bossé, directeur des affaires commerciales à la Fonderie Horn, accompagné de Guillaume Dion, je suis directeur pour les services techniques de la Fonderie Horn. On voudrait juste demander quelques minutes pour apporter une clarification. Il y a un article qui a été publié dans la presse la semaine dernière, puis qui a été pas mal repris par d'autres médias aussi, où est-ce que M. Jean-Thomas Léveillé, le journaliste, disait qu'il y avait eu les expositions ou les émissions de la fonderie avaient bondi en 2025. Il faut juste apporter la clarification à ce point-là, de dire que on ne peut pas comparer les valeurs au 31 décembre 2025 avec les valeurs de la moyenne annuelle de 2024. Je ne sais pas si tu peux préciser, Guillaume. Oui, exactement. Donc, l'autorisation ministérielle étant délivrée le 16 mars, fait en sorte que la moyenne annuelle se compile du 16 mars jusqu'au 15 mars. Donc, on vient tout juste de compléter l'année 2025, en fait, la semaine dernière. On s'attend d'être en mesure de rendre les résultats publics à la fin du mois suivant, donc vers la fin du mois d'avril, le temps de compléter les analyses, les validations et tous les certificats requis pour confirmer la valeur annuelle.
J'en profite par le fait même aussi pour réitérer le fait que le programme de suivi est très rigoureux et très sérieux. Alors qu'en Amérique du Nord, la pratique normale est de faire un échantillonnage aux 6 jours. Dans le cas de la fonderie, c'est 1 fois ou 2 jours. Donc, on vient ici capter l'ensemble un portrait beaucoup plus précis de la réalité annuelle au niveau des émissions. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir, mon nom est Jean Garand, je suis de Rouyn-Noranda. J'ai le statut d'ingénieur à la retraite, puis j'ai déjà travaillé pour Glencore, alors je connais très bien la compagnie. J'ai beaucoup de respect pour les employés de Glencore, mais je ne vous cacherai pas que pour la très, très, très haute direction de Glencore, j'en ai beaucoup moins, pour ne pas dire pas du tout. Je me présente ici ce soir comme simple citoyen pour vous faire part de points importants et d'une démarche personnelle que j'ai entreprise auprès de la santé publique et la santé publique provinciale, tant régionale que provinciale, les deux côtés. Le tout en lien avec le non-respect prévu de l'autorisation environnementale actuelle accordée à la fonderie Horn. J'ai aussi contacté le protecteur du citoyen qui m'a aidé dans mes démarches et qui m'aide encore dans mes démarches. Pour commencer, quelques points importants. Dans le débat, on a parlé de prévisibilité. C'est important, la prévisibilité. Alors, je dois rappeler à tous que le 3 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic date d'une réglementation de 2012. Donc, tant pour Glencore que pour la ville et la province, c'était très prévisible. Puisqu'on est en 2026, ça fait 14 années, ça. C'est à peu près le 5e ou le 6e de la vie active d'un être humain. Fait que moi, quand on parle qu'il faut être prévisible, c'était déjà prévisible. Il ne faut pas être dupe. 14 ans, c'est énorme. Puis là, je viens d'entendre 2029, fait qu'on rajoute, on tombe à 17 ans. Deuxième point important, le CEO actuel de Glencore se nomme Gary Nagle. Le précédent, qui a succédé au fondateur, se nomme Ivan Glasenberg. Sa fortune personnelle est évaluée à 14 milliards de dollars australiens. Pourquoi j'apporte ce point? C'est juste pour vous dire que Glencore, c'est une compagnie qui a des capacités financières et techniques énormes, puis elle a les moyens de prendre des risques technologiques. Ils sont loin de faire pitié. Ils ne sont pas en difficulté pantoute. Puis en plus, les risques technologiques qu'une entreprise de ce calibre-là peut prendre, ils peuvent développer des brevets, puis après ça, exporter leur technologie. Bon, j'arrive dans le cœur du sujet. Je vais vous lire les grandes lignes de la réponse de la santé publique régionale que j'ai reçue via le commissaire intérimaire aux plaintes et à la qualité des services. Parce que tu ne peux pas te rendre directement à la santé publique, il faut que tu passes, c'est très compliqué. J'attends la même réponse au niveau provincial, mais ne soyez pas étonnés qu'elle se fait attendre et je soupçonne un jeu d'influence en coulisses et même du lobbying. Follow the money, comme on dit en argent. Ma compréhension à moi de ce que je vais vous lire plus tard, c'est que la réponse de la santé publique est que le 3 nanogrammes par mètre cube demeure la cible et qu'on doit, entre-temps, atteindre le 15 nanogrammes sans délai. D'autant plus que c'était totalement prévisible. On parle de 2012, lorsque la loi est apparue. Je vais vous lire l'essentiel de la plainte. Là. Je vais couper dans les détails. Résumé de votre plainte. À l'automne 2025, M. Garand, vous indiquez que la Direction régionale de la santé publique s'est prononcée comme étant en désaccord avec l'ajout d'un 18 mois au délai accordé à la fonderie Horn pour atteindre une réduction des émissions de 15 nanogrammes pour l'arsenic. En février 2026, le gouvernement du Québec avait remis la décision entre les mains du conseil municipal de Rouyn-Noranda. Ce dernier ne s'est pas objecté à un nouveau délai de 60 mois pour l'atteinte de cet objectif. De plus, la norme prévoit l'atteinte d'un taux d'émission de 3 nanogrammes. Or, selon les récentes informations auxquelles vous avez eu accès, cet objectif ne semble plus devoir être atteint. C'est comme si, il s'était envolé. Selon vous, les directions régionales et nationales de santé publique doivent se prononcer officiellement et publiquement sur la question, puisque ces instances ont, toujours selon moi, selon ma plainte, ces instances ont l'expertise, ils ont le mandat, ils ont l'autorité et l'indépendance, entre guillemets, pour le faire.
Vous êtes d'avis que la science doit primer dans les décisions prises. Là, je vais vous lire leur réponse. Ils m'ont répondu officiellement. D'abord, les sources d'informations qu'ils ont consultées. Ils ont consulté le docteur Omobola Sobanjo, qui est la directrice régionale de la santé publique. Ils ont aussi consulté une lettre que le docteur Sobanjo avait envoyée au docteur Caroline Kouach-Tan, qui est la directrice nationale de la santé publique. Ils ont aussi consulté l'article 95 sur la loi de la gouvernance. Sommaire de l'analyse et conclusion. Il reste 10 secondes. Vous voulez pas entendre la conclusion? Ça va être vraiment court. Allez-y. Bon, il y a une lettre qui également été envoyée en octobre 2025 à la directrice de la santé publique. Bon. La demande récente d'un nouveau délai additionnel ne modifie en rien les recommandations qui ont été émises en octobre 2025 à la direction de la santé nationale de la santé publique. Dans cette lettre, nous retrouvons les affirmations telles que la santé publique estime qu'un tel report soulève des enjeux en matière de santé publique, recommande de maintenir une approche prudente visant à atteindre le plus rapidement les objectifs. La DSPU réitère que la cible de 15 nanogrammes constitue une valeur repère intérimaire qui ne doit pas être maintenue indéfiniment. Hein? J'insiste sur indéfiniment. Elle doit être atteinte dans les plus brefs délais et tout report devrait être accompagné par des mesures compensatoires concrètes, ce qu'on appelle dans le langage les livrables, incluant des plans de contingence et une accélération des efforts de décontamination des sols. J'achève. Pour la DSPU, ça c'est ma phrase préférée, la norme provinciale de 3 nanogrammes par mètre cube doit être un objectif à atteindre à plus long terme. Ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de métrique. À plus long terme, ça peut être en 3037. Bon. Je termine en insistant sur les mots concrets, les livrables. Il faut que ça soit plus que des promesses. Parce que là, moi, ce que je crains, c'est qu'on va se retrouver en 2033. Oui, je le sais que vous me faites signe. On va se retrouver en 2033, là. Puis là, le 3 nanogrammes, il va être en 2043. Moi, je termine là-dessus. J'attends des nouvelles de la santé publique nationale et des recours que le protecteur du citoyen peut nous donner. Merci de votre attention. Merci. Merci. Suivant. Bonsoir. Faire un peu de changement aussi. Au niveau de l'arsenic, nous, on est des étudiantes à l'université, dans le fond, en travail social. Puis on vous a contacté au sujet de notre idée de essayer bien de faire une collaboration avec le centre jeunesse, puis vous, pour pouvoir donner un accès au sport chez les jeunes. Désolée. Donc, moi, je me nomme Caroline Chartier-Giroux, puis je suis avec Amélie Bellemare. C'est ça. Donc, ce soir, on est présent pour essayer de vous présenter un peu plus officiellement notre idée de projet, plutôt que juste par des simples mails. Fait que je vous laisse, Amélie, un peu vous présenter l'importance du sport chez les jeunes, puis après ça, je vais vous résumer un peu l'idée générale qu'on a à propos de notre sujet. Alors, bonjour tout le monde. Pour commencer, ben c'est ça. Je crois que on sait tous qu'un enfant a besoin de bouger. Je parlerai que c'est très important que l'activité physique auprès de ces jeunes enfants qui est crucial pour un bien-être idéal. Je parlerai tout d'un concept qui favorise toute la diversité de stimulation qui tient compte des éléments liés au contexte environnemental. Là, on parle bien sûr du centre jeunesse qui est la maison Rwanda. Il y a des études qui démontrent aussi qu'il y a 5 domaines du bien-être chez les enfants. Le premier, c'est le domaine physique, qui malheureusement, ben là, il y a des coupures budgétaires du gouvernement, qui fait qu'en sorte, ben ils ont beaucoup moins d'activités à l'extérieur, ces jeunes. Et évidemment, il y a des répercussions. Et on entend aussi beaucoup parler de l'obésité chez nos jeunes de plus en plus. En deuxième lieu, je parlerai aussi ensuite le domaine cognitif, scolaire. Il y en a beaucoup qui font l'école au centre. Ils sortent même pas de l'extérieur pour aller à l'école comme un enfant. Je veux dire qu'il a la chance de pouvoir aller à l'école comme tout le monde, là. En troisième lieu, ben, je parlerai du domaine psychologique, émotionnel. Ben, ces jeunes, ils vivent beaucoup d'isolement social, économique. Alors, c'est très important, la socialisation. Ils ne s'isolent pas pour la santé mentale. Jeunes aux jeunes. Il y a beaucoup qui ont des TDAH, des troubles d'opposition, c'est important.
d'aller jouer dehors, de s'exprimer, de sortir tout le trop-plein. Alors, je vais redonner parole à ma coéquipière. Oui, donc c'est ça. Dans le cadre de notre cours, on a dû faire une analyse des besoins, puis c'est justement au niveau physique qu'on avait constaté que ça impactait toutes les sphères du bien-être qu'Amélie vient de vous énumérer. Donc, l'idée du projet, ça serait, nous, on a un contact avec un des représentants du Centre jeunesse. Donc, on aimerait ça pouvoir avoir un rendez-vous avec un représentant de la ville afin de pouvoir vérifier s'il y a façon d'avoir une gratuité d'activité pour un groupe. On ne parle pas d'un des enfants du Centre jeunesse individuellement qui peut y aller parce qu'ils ne peuvent pas sortir seuls, mais si un intervenant a besoin d'aller, par exemple, à la piscine avec son groupe, qu'il y ait pas de frais ou beaucoup moins de frais pour y aller, parce qu'en ce moment, ça limite beaucoup leur sortie, puis ça l'impacte tous les jeunes du Centre jeunesse. Fait que c'est ça l'idée. On a eu des beaux retours de votre part par les courriels qu'on a eus, puis ça, on vous en remercie beaucoup. Donc, ça fait pas mal le tour de notre idée qu'on avait à vous présenter ce soir. Merci de votre attention. Merci. Merci. Peut-être, excusez-moi, Madame Pelletier, on avait répondu à Madame Pelletier, je pense, qui a envoyé un courriel justement aujourd'hui, Madame. Et puis, il y a un programme qui s'appelle Accès Loisirs, justement, qui va vous permettre d'offrir la gratuité, justement, aux jeunes. Et Mme Stéphanie Larouche-Leblanc, de notre équipe, va prendre contact avec Mme Pelletier lundi prochain. Donc, il ne devrait pas y avoir aucun problème. Ça existe déjà. C'est déjà en place, là. Merci. Je peux-tu juste finir? Vous étiez à mon line-up parce que j'ai reçu le courriel, puis je vous ai envoyé un courriel. J'étais en vacances la semaine dernière, mais c'est sûr qu'on va prendre rendez-vous parce que je veux quand même entendre ce que vous avez. Bonsoir, Monsieur le maire, et bonsoir aux membres du conseil. Mon nom est Denise Dion. Je suis résidente et propriétaire d'un immeuble visé par la future zone tampon qui fait partie affectueusement du quartier Vieux-Noranda. En date du 4 juillet 24, la ville de Rouyn-Noranda, dans un communiqué, a fait une déclaration dont je vais vous lire les passages suivants. La Ville a toujours eu une position claire. Les citoyens qui seront relocalisés ne doivent pas sortir appauvris de cette situation. La compréhension actuelle est que les propriétaires devront s'endetter pour acquérir une propriété comparable ou en reconstruire une similaire. Ce constat est inacceptable et d'autant plus inquiétant étant donné la crise du logement qui sévit à Rouyn-Noranda. La Ville déplore que la démarche de consultation qui a été lancée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au cours des derniers mois n'ait pas été menée à terme, notamment avec les propriétaires. La poursuite des rencontres aurait permis d'apporter des ajustements nécessaires afin de mieux répondre aux besoins de chaque foyer, souligne la mairesse Diane Dallaire. Depuis, la Ville a mis sur pied un programme qui devrait refléter sa position. Dernièrement, la Ville a entériné la composition du comité de suivi du plan d'action gouvernemental. Il y a, en fin des années 25, des modifications au programme de base qui visent à gérer le 16 millions de dollars qui a été accordé par le ministère. Ces modifications affectent grandement le montant qui sera accordé à certains propriétaires et qui semble venir du manque de ressources budgétaires. J'ai pour vous 4 questions. Est-ce que le nouveau conseil de ville de Rouyn-Noranda tient toujours cette position? Si oui, pourriez-vous instrumenter le mandat du comité de telle sorte qu'il reflète la position de la ville? Troisièmement, comme il y a une dichotomie entre ce qui figure dans le nouveau programme et l'ancien programme, qui prive les propriétaires de certains droits, avec qui devrions-nous discuter, le conseil ou le comité? Quatrièmement, tous s'entendent sur le fait qu'il manque d'argent nécessaire pour appliquer le programme convenablement. Est-ce que la Ville peut d'ores et déjà entreprendre des démarches avec le MAMACH afin de débourser les sommes nécessaires pour que nous soyons compensés de manière équitable? Ce n'est pas aux citoyens du Vieux-Noranda à subventionner une entreprise milliardaire comme Fonderie Horn. Est-ce que vous me permettez, Monsieur le maire, d'aller vous porter mes questions? Oui, effectivement, j'apprécierais.
Écoutez, j'ai pas de réponse exacte à vos questions ce soir, là, mais on va sûrement, avec les équipes de la ville, là, faire les suivis avec vous, les suivis nécessaires. Vous allez trouver mes coordonnées. Je vais trouver vos coordonnées, effectivement. Merci beaucoup, Mme Dion. Merci. Bonjour, je m'appelle Stécie Shea, je suis coordonnatrice à l'organisme Les Marginales, mais ce soir, je me retrouve devant vous, en fait, pour vous parler du mouvement communautaire à bout. Certains, ça se peut que vous ayez vu passer ça sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles. En fait, présentement, à l'heure actuelle, on est 1622 organismes communautaires partout au Québec qui se mobilisent pour les mêmes raisons, en fait. Raison numéro 1, raison qui est assez majeure, le financement. En fait, on ne demande pas seulement d'en avoir, on demande une certaine stabilité, une certaine constance au niveau du financement. Le manque de financement, et je parle pour moi-même, mais je parle pour aussi certaines de mes partenaires qui sont dans la salle. On doit constamment se réinventer avec rien. On doit couper dans nos services, dans la qualité, dans la quantité de nos services, parce que l'argent, on l'a tout simplement pas. Ça nous pousse à constamment être obligés de rechercher du financement, cogner aux portes de des gens, fois après fois, sans nécessairement avoir l'argent qui va avec au bout de la ligne. Le travail est là, mais l'argent ne suit pas. Mais nous, le but, c'est de continuer à rendre nos services attirants pour continuer à ce que la population veuille utiliser nos services. C'est aussi pour reconnaître qu'on a un rôle essentiel en tant qu'organisme communautaire autonome au niveau du filet social qui, j'ai pas à vous le dire, en fait, le filet social est déchiré, a de la misère, souffre grandement. C'est pas nouveau pour personne. Le gouvernement coupe au niveau du réseau dans le CISAT. Tout ce qu'on coupe comme argent au CISAT, tous ces gens-là se retrouvent où? Ils se retrouvent au communautaire. Et le communautaire, on n'a pas plus d'argent pour répondre à ces besoins-là. Donc, la demande grimpe, mais nous, on n'est pas capable de répondre à cette demande-là, malheureusement. Mais c'est aussi nos conditions de travail, à nous, en tant que travailleurs. On entend souvent le dire, il faut être pauvre, travailler avec les pauvres. Moi, j'y crois pas, au contraire, en fait. Mais nous-mêmes, en tant que travailleurs, on souffre. On a de la misère à garder nos employés, on n'a pas d'avantages sociaux. On n'est pas capable d'augmenter leur salaire, mais pourtant, la demande continue de grandir. Donc, nous, moi, comme porte-parole à Rouyn-Noranda, on a décidé de venir vous voir aujourd'hui pour le faire entendre, mais aussi pour demander votre soutien dans ce mouvement-là. On va avoir 2 jours de grève. Donc, la grève commençait aujourd'hui partout au Québec. C'est une grève de 2 semaines. Nous, à Rouyn-Noranda, on a décidé de cibler 2 jours d'action. Donc, le 30 et le 31 mars, je vous invite à aller voir sur les pages Facebook, soit du communautaire à bout ou de la CDC ou de la Croquette sur Internet et vous allez pouvoir voir les programmations. Selon nous, bref, en tout cas, c'est clair, nos services y meurent. On n'est pas des travailleurs à rabais. Financez-nous à la hauteur de notre réalité. C'est ce qu'on demande, en fait, par le mouvement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Durant la pandémie, on avait un premier ministre qui disait que vous étiez des anges gardiens. Les anges gardiens, sans la reconnaissance appropriée. Une résolution qui a été adoptée par le Conseil qui vous a pas vous être lu, mais vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. Bonsoir à ceux qui sont sur Facebook. Je m'appelle Louise Bédard. C'est au sujet des modes de consultation que la Ville fait. Bravo, vous en faites beaucoup. Par ailleurs, je viens de faire la consultation du plan climat et il n'y a pas du tout d'espace pour mettre des commentaires, pour aller un petit peu plus loin ou mettre des suggestions qu'on pourrait avoir. Et il y a quelques questions qui me semblent s'adresser plus à une méga métropole qu'à Rouyn-Noranda par rapport à une ou 2 questions. J'espère qu'au schéma d'aménagement du 30, on aura un petit espace au moins pour pouvoir faire des suggestions. Et d'autre part, je représente aussi le comité de préservation de la forêt d'Alaire où vous avez projet de faire un développement domiciliaire. Et à ce moment-là, il y a eu une consultation sur quel projet de développement domiciliaire on voulait faire. Mais on n'a jamais demandé aux citoyens de proximité qui utilisent
le boisé que les gens appellent la montagne parce qu'effectivement c'est un cap de roche et qui monte qu'on a une vue très haute, là, qui monte très haut, et qui ramasse toute l'eau autour de toutes les maisons qui sont presque toutes bâties sur du remblai. Alors ça va être très beau au printemps s'il n'y avait pas cette forêt-là dans le quartier. Et là, il y a eu 0 consultation. Fait que, étonnez-vous pas qu'on vienne parler ici, parce que c'est le seul endroit qu'on peut parler quand les consultations ne nous permettent pas de nous exprimer. Et j'aurais une petite question par rapport à un point de l'ordre du jour de ce soir, à la question 6.1.3. Cet avis-là qui est défavorable à faire 6 logis dans une grande maison qu'un membre de notre comité connaît, puis effectivement qui pourrait faire 6 logis, a déjà été traité le 23 février, au point 6.1.7. Alors, c'est le même point qui revient. Puis la question, c'est comment ça se fait qu'avec tout le manque de logis et d'espace qu'on a à Roumain, on refuse qu'une résidence qui était déjà un triplex, qui avait été changé en maison unifamiliale, on refuse qu'on fasse 6 logis, alors qu'on est prêt à détruire des boisés, puis à déboiser tout ce qui est... En tout cas, c'est pas très beau sur le boulevard Québec, c'est ainsi. Merci. On va vous répondre, Madame. Oui, en fait, oui. si vous permettez, pour la dérogation mineure, il avait été apporté une première fois, effectivement, en février. Il n'y a pas de décision qui avait été prise à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est que c'est la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui était défavorable. Le conseil ne s'est pas prononcé. Là, il y aura des commentaires probablement dans la salle tantôt là, en lien avec ce projet-là. Mais il y a, dans une dérogation mineure, il y a différents aspects qu'il faut regarder aussi. Donc, on comprend votre point. Par contre, des fois, c'est pas parce qu'il y a un beau projet qu'il peut se réaliser exactement comme il a été présenté. Donc, c'est un peu ça là, l'enjeu dans ce dossier-ci. Là. Ça va? Il n'y a pas d'autres citoyens qui veulent s'exprimer. Donc, on va passer aux dérogations mineures et PPC-. Oui, donc je viens vous proposer 2 projets. Le premier étant sur le 117 chemin Docteur Lemay. C'est donc la ville de Rouen qui a demandé l'avis du CCU quant à l'aménagement de 10 conteneurs comme des bâtiments accessoires, dont 6 en cour latérale. Le CCU s'est prononcé favorablement puisque les conditions, la topographie, c'est surtout un cap rocheux, donc c'est difficile d'aménager autrement. Les conteneurs sont bien camouflés, c'est avec un beau revêtement, on le voit pas de l'extérieur de la rue que c'est des conteneurs et ça sert à camoufler un visuel qui serait habituellement un tas de pneus. Donc, je viens vous en faire cette proposition. Puis également sur le 410 Avenue Québec, qui est justement notre futur Maxi, on a vu une première demande à la dernière séance, mais aujourd'hui, le promoteur revient avec l'aménagement d'un talus avec 0 mètre à sa ligne arrière. Le CCU a admis qu'il était impossible pour le propriétaire de se conformer à la réglementation actuelle, puis que la topographie du terrain était aussi une raison raisonnable pour accepter la demande. C'est donc pourquoi on demande par contre au Maxi de s'assurer que l'écoulement des eaux soit entièrement géré sur son terrain pour éviter que l'eau se déverse sur le terrain voisin. Donc, c'est les 2 propositions en dérogation mineure que j'ai pour vous ce soir. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle pour ces 2 demandes-là? Donc, vous en faites la proposition? J'en fais la proposition, oui. Je l'appuie, François Gagné. Par la suite, comme Madame a apporté pour le 547 Montée du Sourire, on a un report pour ce dossier-là. Mais je voulais quand même vous inviter, là, je sais qu'il y a des gens qui s'étaient déplacés pour venir en discuter. Donc, s'il y avait plus de commentaires, on vous invite à venir nous en faire part. Bonsoir, comité. Je suis le nouveau propriétaire du 547 avec Alexandre Tourigny. Okay. Avec ma conjointe, on veut transformer le bâtiment en bloc appartement. En ce moment, beaucoup de chambres au premier étage. On voudrait diviser des appartements. Je suis un peu pas préparé. J'ai su aujourd'hui que je pouvais me présenter. Fait que je maîtrise un peu mon dossier, mais c'est une première pour moi. Fait que je suis un peu nerveux, un peu mal préparé, mais bon, je vais faire de mon mieux.
Dans le fond, nous, en lisant le code du bâtiment puis les règles de la ville pour un type de bâtiment comme celui-là, on le sait que ça nous prend des entrées par logement, une entrée par logement, un stationnement par logement. Fait on est en train de dessiner le projet, on est en élaboration, puis là, on demande à la ville rien que des stationnements que la ville demande d'avoir avec un 6 logements, 6 stationnements. On voit une opportunité d'en faire sur la rue Coutu qui, en brise pas d'arbre, on fait enlever de la pelouse, puis on met du 0,3 quart pour faire un stationnement. Donc, là, en ce moment, on est là-dedans. On est avec un jeu on présente quelque chose, ça revient. Mais des fois, je me demande pourquoi c'est... je suis content de pouvoir venir me présenter ici ce soir et en parler de vive voix, parce que s'envoyer des messages, des fois, c'est long pour rien. Mais si la ville demande d'avoir des stationnements pour un appartement, pourquoi qu'après ça, ils refusent notre stationnement qu'on demande pour cet appartement-là? C'est un peu comme contradictoire, mais je comprends qu'il y a des règlements à suivre pour avoir le 10 stationnements. En ce moment, notre bâtiment permettrait d'en faire, mais ça bloquerait un peu un développement pour des remises qu'on voudrait faire sur le terrain qui est juste à côté. Ça empêcherait l'accès aux remises en mettant des stationnements de 6 locataires en avant des remises, de jouer entre les locataires, de hey, tu pourrais-tu tasser ton auto, je veux. Nous autres, ça nous faciliterait la vie dans notre projet de pouvoir faire une entrée sur la Coutu pour le logement au sous-sol, avec le stationnement à côté de son entrée, au lieu que le stationnement soit 100 pieds plus loin à l'autre bout de la bâtisse, avec pas de trottoir sur la montée du Sourire, ni sur la rue Coutu, pour pouvoir se rendre à son entrée. Fait que, tout ça, nous autres, on voit que ça serait bien simple de juste avoir 1 ou 2 stationnements sur la rue Coutu, qui nous permettrait un accès plus facile aux entrées pour les futurs locataires. Je ne sais pas si j'en oublie des bouts. Mais je pense que vous avez adressé peut-être des modifications à votre demande ou des propositions pour... Oui, mais c'est ça. L'architecte travaille là-dessus pour pouvoir faire une entrée annexe au bâtiment. Parce qu'en ce moment, il y a une entrée pour pratiquement tous les logements. Fait que là, on veut faire une entrée annexe sur le côté. Là, être trop proche de la rue un peu, on ne peut pas la couvrir. Là, on est dans le jeu de bien maîtriser les règlements municipaux afin de pouvoir faire cette entrée-là. Mais c'est possible de le faire selon notre architecte. Il faut juste le faire comme il faut. Mais sans le stationnement, pourquoi l'entrée? On aimerait ça commencer par le début, pouvoir avoir l'accord de faire notre stationnement. Et après ça, pouvoir dire, regardez le stationnement, l'entrée va être là. Des plans d'architecte, c'est quand même coûteux. On fait travailler du monde en ce moment juste pour pouvoir avoir un stationnement. Je dépense de l'argent sans arrêt à faire demander des mesures à mon architecte juste parce que j'ai besoin d'un stationnement. La ville pourrait-tu m'accorder mon stationnement pour que je puisse continuer mon projet? C'est ce que je demande. On va... écoutez, d'abord, merci d'être venu. Je pense que ça vaut la peine. C'est une première expérience. Je suis content de le faire. Vous l'avez bien fait en passant. Moi, j'avais une question. Je peux l'adresser? Oui. Vous parlez des stationnements. Là. Est-ce que c'est parce que la ville demande des stationnements que vous en voulez ou c'était pour c'est votre pour projet? rendre ça plus commode aussi. On le sait que tout le monde maintenant, ou presque, a une voiture, doit se stationner. Mais on veut améliorer, offrir des bons logements avec des bonnes commodités. On fait des rénovations majeures. Là, ça va être bien rénové. Je pense que ça va être bon pour le quartier. On a besoin de tous les éléments pour faire quelque chose de parfait dans la vie. Des fois, là, il ne peut pas nous manquer un ingrédient pour arriver à la même recette au final. Merci beaucoup. On va de toute façon reporter. Là, il y a des nouvelles informations qu'on a eues ce soir puis qui ont été transmises. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci à vous de m'avoir écouté. Donc, ce sera reporté au 13 avril. Parfait. Merci. Est-ce que Mme Champagne, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Je peux l'appuyer, Éric Grenier. Merci.
Je vais continuer avec les projets particuliers de construction, modification ou occupation d'immeubles, donc nos PPC moi. Je vous présente en premier sur le rang Rochon. Nous sommes rendus à l'adoption de la résolution pour la construction d'un bâtiment de services professionnels en environnement pour l'entreprise BioRive, consultant en environnement. Je vous propose donc de permettre l'usage pour le service d'urbanisme et d'environnement dans cette zone, puis d'aménager un aire d'entreposage ainsi que 3 cases de stationnement. Je vous en fais la proposition. Je l'appuie. Éric Grenier. Si on continue, je vous présente par après ça 2 gros projets qui s'en viennent à Rouyn. Donc, première étape, on fait... à Rouyn-Noranda. Il est question ici de l'adoption d'un premier projet de résolution pour un parc d'énergie solaire sur une propriété située sur la route Cisco. C'est en fait un terrain qui est inutilisé, qui est difficilement récupérable. Donc, le projet vise à autoriser dans la zone l'implantation d'un site jusqu'à 58 000 panneaux solaires sur la propriété dans le cadre d'appels d'offres d'Hydro-Québec. Et c'est entre autres le site visé de l'ancien parc à résidus Quémont 2, pour ceux qui connaissent le secteur. Je viens donc vous faire la proposition pour la route Cisco. Je l'appuie. Bien le côté. Ensuite, sur l'avenue Provencher à Arnfield, on a un autre projet, donc un premier projet de résolution concernant le développement d'un autre parc d'énergie solaire. Le projet vise une nouvelle fois à autoriser l'usage pour l'aménagement, cette fois-là, d'environ 33 000 panneaux solaires sur environ 48 hectares. Le CCU a fait des recommandations favorables au projet à condition que le promoteur s'engage à prendre entente avec le club de véhicules hors route pour relocaliser les sentiers qui sont utilisés. Puis on leur permet aussi s'ils utilisent les anciennes normes d'implantation pour leur bâtiment principal sur le site. Donc, je vous en fais aussi la proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Affaires générales, monsieur. Oui, monsieur le maire. Donc, au niveau de la gestion du personnel, cette semaine, à l'aide du personnel engagé, on parle de 13 ressources, tous des occasionnels pour le service de l'animation. On poursuit avec les nominations. Madame Joanie Laplante au poste de coordonnatrice des milieux naturels et de la foresterie urbaine, et ainsi que monsieur Mark Kingsbury au poste de conseiller en acquisition. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Martine Rioux, je l'appuie. On poursuit avec les octrois de contrat. Le premier, concassage de gravier pour la production de gravier MG20 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant de 205 466 et 7 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Traitement de surface 2026 sur différents tronçons de la ville de Rouyn-Noranda à Groupe Cola Québec Inc., au montant de 339 097 38 sous. Taxes incluses étant la plus basse conforme. Nettoyage de conduite d'égout dans le secteur du Lac-Édouard à Cannes Explore Incorporé au montant de 107 329 et 16 sous. Taxes incluses étant la plus basse conforme. Travaux de déboisement dans le nouveau quartier du Lac-Noranda à 9308-3079 Québec Inc., rue Dimercier, au montant de 55 274,23 taxes incluses étant la plus basse conforme. Et finalement, service professionnel pour le plan directeur de l'eau du lac Dufault à Groupe GEOS, incorporé au montant de 97 280 et 35 sous, taxes incluses ayant obtenu de plus haut pointage. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Lynn Fortin, je l'appuie. Pour ce qui est de la vente de terrain, vente du lot 6 700 309 au cadastre du Québec, avenue Davy à 95450557 Québec Inc., aux fins de construction d'un bâtiment principal commercial. Et vente des parties du lot 3 418 978 au cadastre du Québec, avenue Granada à 92203587 Québec Inc., aux fins d'aménagement d'un deuxième accès à la voie publique. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. L'appui, François Gagné. Et on termine avec l'autorisation de signature, donc une convention d'aide financière pour la planification de l'aménagement du territoire de l'Azim. J'en fais la proposition, Martine Rioux. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Correspondance.
Oui, donc la Commission municipale du Québec a demandé l'opinion du Conseil quant à une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières pour le centre Bernard-Hamel pour le bâtiment au 101 11e rue. Ces exemptions-là sont octroyées, dans le fond, par la Commission municipale basées sur des articles de loi, de la loi sur la fiscalité municipale. Le Conseil n'a pas d'objection, s'en remet à la décision de la Commission qui va faire l'analyse selon les critères de la loi. C'est la résolution qui vous est proposée. Lynne Fortin, j'en fais la proposition. J'appuie Yvon Urtubis. Ensuite, dans les demandes d'événements, le premier marché public 2026, donc les mercredis, comme par les années passées, du 24 juin au 23 septembre, de 12h30 à 17h30, et que aussi il y ait le chapiteau qui soit disponible pendant ces périodes-là, et que le chapiteau demeure en place et soit disponible pour d'autres organismes en dehors des périodes réservées au marché public. En fait la proposition, Éric Grenier. Je l'appuie, Martine Rio. Et le tour de l'Abitibi, il s'agit en fait d'une résolution pour octroyer, là je constate est-ce qu'il est à deux endroits, ce montant-là? Non, OK, il est au bon endroit. Donc, en lien avec l'édition 2026, donc l'ajout d'un 8 000 $ au projet pour l'achat d'une infrastructure. En fait la proposition, Sylvie Surgeon. Je l'appuie, Pierre Côté. Ensuite, dans les dons et subventions, donc l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAT a demandé des sommes. Donc, la Ville est prête à fournir un montant de 20 000 $ qui proviendra du Fonds forestier. Je vous propose qu'on les prenne en bloc, tous les dons et subventions. Ensuite, au niveau du centre de service scolaire qui diffusera une activité le 27 mars prochain dans le cadre du 100e, et non pas de la ville de Rwanda, mais bien du centre de service scolaire. Donc, un montant de 2 141,89 qui correspond au coût de location de la salle, considérant l'événement exceptionnel. Ensuite, le Centre local de développement de Rouyn-Noranda, annuellement, reçoit des sommes de la Ville pour son fonctionnement. Donc, on parle de 703 544 $ au CLD de Rouyn-Noranda. Pour les grands événements, nos 4 grands événements sur le territoire de Rouyn-Noranda, le programme de soutien à ces grands événements-là, de la politique de soutien. Pour 2026, on parle d'un montant total de 195 490. Pour 2027, 201 355. Et pour 2028, 207 396 $. Ensuite, l'association de 10 golf du cuivre qui vient tout juste de démarrer ses activités, une subvention de 6 000 $ pour finaliser les préparatifs. En 9.1.6, une aide financière à la Société du 100e. On parle d'un montant de 30 000 $ pour la réalisation d'un projet de cabane permanente. Un soutien financier à différents organismes sportifs qui sont le Club d'haltérophilie Héraclès pour 2 100 $, la Corporation de développement économique de Cadillac qui parraine Jim Cadet pour 2 000 $ et le Club de boxe Rouyn-Noranda pour 4 000 $. Et finalement, l'Agora des Arts, une bonification de 1 000 $ pour un projet culturel. Monsieur le maire, je me retire des discussions. Moi aussi pour le 9.1.1. Vous, M. Urtubis, c'est pour 9.1.7? Oui. Parfait. Donc, Lynne Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Élisa Maud Champagne. Donnez-moi juste une petite seconde. Voilà. Donc, ensuite, une demande de certificat d'autorisation pour le remplacement de ponceau auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs. Donc, il s'agit du secteur de l'avenue des Îles dans Lac-du-Faux. J'en fais la proposition, Martine Rioux. Je l'appuie, Daniel Camden. Au niveau de l'adoption de l'inventaire prévu à 9.3 concernant le patrimoine de la ville de Rouyn-Noranda, il s'agit d'une obligation. En 2021, le gouvernement a adopté une loi dans laquelle il était prévu qu'avant le 1er avril 2026, toutes les MRC devaient avoir adopté un inventaire. La ville de Rouyn-Noranda a fait son travail comme les autres villes et a identifié des bâtiments de façon intérimaire. Tous les bâtiments qui étaient construits avant 1940 étaient assujettis au règlement sur la démolition. Maintenant, ce sera uniquement les immeubles qui sont inventoriés dans ce document-là. Tous les propriétaires concernés vont recevoir un avis pour les convier à une rencontre d'information prochainement pour comprendre ce que ça implique d'être dans la liste de l'inventaire. Et l'équipe du service de la culture pourra répondre par la suite aux différentes questions par rapport à ça. Donc, il s'agit de l'adoption de l'inventaire qui a été réalisé au cours des 2 dernières années. Ça fait la proposition. Pierre Côté.
Je l'appuie. Élisa Maud Champagne. Ensuite, en lien avec les projets que Mme Champagne a présentés tout à l'heure, comme PPC Moi, 2 résolutions qui sont requises, dans le fond, dans l'appel d'offres d'Hydro-Québec pour que des promoteurs puissent déposer des projets dans l'appel d'offres pour l'énergie solaire. Il faut aussi la participation du milieu local. Donc, les villes et MRC sont considérés comme des milieux locaux dans le cadre de cet appel-là. La ville de Rouyn-Noranda a choisi de supporter les 2 projets qui ont été proposés avec les 2 emplacements là, qui ont été nommés précédemment. Donc, une première résolution pour autoriser là, à la signature des différents documents qui sont requis pour compléter toute la documentation pour le dépôt de l'appel d'offres qui se termine au 31 mars 2026. Donc, un premier avec le promoteur Tuglic et le deuxième avec le promoteur Natural Forces. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Vicky Brazo. Ensuite, je laisserai Mme Brazo. 9.5, oui, Mme Brazo. Oui, c'est à mon tour. Alors, oui, on a eu justement, au moment là, des demandes citoyennes, on a eu l'organisme Les Marginales qui sont venus nous parler du mouvement de grève communautaire à bout là, qui débutait exactement aujourd'hui. Donc, on se rappelle que nos organismes communautaires à Rouyn-Noranda, c'est des acteurs et c'est une composante essentielle de notre tissu social, de par les services qu'ils offrent à la population, de par le fait que c'est des milieux de vie, d'appartenance et surtout d'implication citoyenne. Donc, on se rappelle les maisons de la famille, c'est nos maisons de jeunes, c'est le pont, c'est le portail, c'est Alternative pour elles. Je le sais que j'en oublie, c'est notre centre entre femmes. C'est la Maison du Soleil Levant. C'est aussi les proches aidants de Rouyn-Noranda, c'est notre banque alimentaire, c'est la ressourcerie Bernard Hamel. Donc, c'est eux qui façonnent notre milieu de vie à Rouyn. Donc, le conseil municipal reconnaît l'importance de nos organismes communautaires sur son territoire pour ce qui est de la cohésion sociale et aussi pour la vitalité de son économie locale. C'est pourquoi que la ville de Rouyn demande au gouvernement provincial d'assurer un financement adéquat à nos organismes communautaires afin que ceux-ci puissent continuer de réaliser pleinement leur mission. Merci. J'en fais la proposition. Je l'appuie, François Gagné. Procédure administrative. Oui, donc l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres concernant le contrat de soutien d'entretien de l'infrastructure téléphonique Alcatel-Lupien. Est-ce que vous voulez que je les défile? Un emprunt au fonds de roulement, donc pour les technologies de l'information, le remplacement du Forti Analyzer. Le montant initial qui était prévu était de 6 300 $. Finalement, après les validations technologiques, techniques, tout ça, on parle plutôt d'un emprunt de 14 700 $ qui est requis. Ensuite, dans les opérations comptables pour financer la réalisation d'actions en patrimoine qui sont prévues dans le programme d'entente patrimoine. Donc, on a une subvention pour réaliser certaines actions. Il y a une part ville qui doit être assumée. Donc, on parle de 25 711 $ qui seront pris à même le Fonds Région Ruralité Volet 2, là, des sommes qui sont rendues disponibles par le gouvernement dans certains champs d'action. Ensuite, le financement pour le rechargement en gravier dans le secteur McWaters pour un montant de 400 000 $. Et finalement, un contrat qui avait été octroyé à une séance précédente en février à E3 Novo pour de l'accompagnement dans le cadre des projets là, d'énergie solaire. Donc, il s'agit tout simplement que le contrat qui a été octroyé soit financé lui aussi à partir du Fonds Région Ruralité Volet 2. Je vous propose peut-être une résolution pour tout ça. J'en fais la proposition. Ah, vas-y. Je vais l'appuyer. Madame la greffière, est-ce qu'on aurait passé par-dessus le 10.1? Approbation des critères, je pense l'avoir lu. Ça a été fait. C'est après ça que tu nous as dit. On va les Oui, prendre tous d'un coup. oui, je pense que Ouais. ça pourrait arriver, là, mais je pense que je suis correct. Ensuite de ça, modification de la résolution 2026-044 concernant le Centre technologique des résidus industriels, le CETRI. Donc, il y a une première résolution qui avait été adoptée pour des activités seulement entre 7 heures le matin et 18 heures. Il y a certaines activités là, dans le fond, en période nocturne, mais qui ne généreront pas de bruit, là, qui ont été demandées pour permettre les processus de recherche et tout ça. Donc, le Conseil vient modifier la résolution pour autoriser ces travaux-là dans la mesure où les normes relatives au bruit là, sont respectées en période nocturne. Je vous propose une résolution pour celle-là. Oui, parce que
ce côté. Je me retire de cette décision-là. J'en fais la proposition. Martine Rioux. Je l'appuie, François Gagné. Ensuite, le rapport d'activité de la trésorière d'élection. Donc, avant le 31 mars qui suit l'année d'élection, la trésorière doit déposer le rapport de tous les rapports de dépenses, dans le fond, qui ont été engagés par les différents candidats, donc élus ou non, dans le cadre de l'élection du 2 novembre dernier. Donc, c'est requis de faire ce dépôt-là ensuite au directeur général des élections du Québec. Donc, une résolution serait requise pour entériner le rapport de Mme Odette à ce sujet. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Vicky Brazo. Le point suivant est un dépôt seulement, donc il n'y a pas de résolution qui est requise. Donc, annuellement, avant le 31 mars également, on doit effectuer le dépôt de la liste des remboursements qui ont été effectués dans l'année précédente dans le cadre de la politique de remboursement des dépenses de recherche et de soutien pour les conseillers municipaux. Donc, dans ce cas-ci, pour l'année 2025, donc principalement pas nécessairement les membres qui sont ici ce soir, mais pour l'année dernière, on parle d'environ 42 000 $ qui ont été utilisés. Ce que la loi prévoit, c'est que les membres du conseil ont droit à se partager l'équivalent de 1% du budget. Donc, ça serait un maximum autour de 60 000 $ qui serait disponible pour ces différents frais de recherche-là pour les membres du conseil. Et dans ce cas-ci, pour l'année 2025, il y a 42 000 $ de frais qui ont été réclamés à ce titre. C'est un dépôt seulement. Parfait. Finalement, une autorisation pour la cession du lot 4 171 824 dans le secteur de la rue de la Montagne à Évin. La Ville avait échangé avec un promoteur le terrain pour la construction d'un immeuble. L'entreprise qui doit construire en fait l'immeuble souhaite devenir propriétaire également maintenant. Il y a des clauses au protocole qui prévoyaient que la Ville devait autoriser la cession entre les deux. Donc, c'est pour autoriser effectivement cette transaction-là, considérant qu'il n'y aura pas d'enrichissement injustifié entre les deux promoteurs. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Élisa Maud Champagne. Recommandation des conseils de quartier. Je commence avec Relais. Oui. Dans le fond, c'est pour la répartition des enveloppes des dons et subventions des conseils de quartier. Donc, pour Relais, en 2026, on a 8 000 $ qui est accordé pour le Club de l'Âge d'Or, les Pensées de Relais, puis un 4 000 $ pour le Comité des loisirs de Relais. Ensuite, à Montbéliard, pour la même enveloppe, c'est pas la même enveloppe, mais pour les dons de quartier, là, chaque quartier a ses enveloppes, là, mais 2 000 $ pour le Comité sport et loisirs, un 2 000 $ Cercle des fermières, un 650 $ pour le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda, mais ça, c'est vraiment en lien avec une activité là, qui est en lien avec le quartier. C'est pour ça qu'on pouvait l'appliquer. Un 2 000 $ pour l'Association des riverains du lac Opasetica et puis un 2 000 $ Club de l'Âge Joyeux. Ensuite, à Montbéliard aussi, on a eu la nomination de Madame Noëlla de la Vie Nouvelle, là, qui est la nouvelle représentante du Cercle des fermières, et puis M. David Prince, représentant des citoyens. Vous en avez fait la proposition, M. Grenier? Oui, j'en fais la proposition. Lynn Fortin, je l'appuie. Conseil de quartier des Bains. Donc, lors de la rencontre du 18 février dernier, les membres du Conseil de quartier des Vins ont recommandé de répartir l'enveloppe de subvention du Conseil des quartiers comme suit pour l'année 2026. Donc, 1 800 $ au Club de ski de fond des Vins, 2 200 $ au Cercle des fermières des Vins et 8 000 $ au Comité des loisirs des Vins. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Pierre Côté, je l'appuie. Destor. Même chose du côté des Gabelles, répartition des enveloppes du côté de Destor. 3 500 $ pour le Club de l'Âge d'Or, les Étoiles d'Or, 3 000 $ pour la Maison des Jeunes de Destor, 3 500 $ pour le Comité des loisirs de Destor. Du côté de Montbrun, 2 000 $ pour le Cercle des fermières, 2 000 $ pour l'offre des terrains de jeu, 4 000 $ pour le Comité de développement, 1 200 $ pour le Club de l'Âge d'Or, 500 $ pour la Fabrique à légumes et 2 300 $ pour la Coop de Montbrun. Du côté de d'Alembert, la répartition de l'enveloppe va
à l'Association sportive de d'Alembert qui chapeaute tous les organismes de d'Alembert pour la somme de 12 000 $ et j'en fais évidemment la proposition. Je l'appuie, Éric Grenier. Approbation des comptes au montant de 6 405 786 et 86. J'en fais la proposition, François Gagné. Martine Rioux, je l'appuie. Avis de motion? Oui, 2 avis de motion ce soir. Un premier, toujours en lien avec les projets d'énergie solaire. Donc, il y a un avis de motion qui est donné. Ça fait partie des obligations dans le cadre de l'appel d'offres. Les montants seront à peaufiner là, en fonction des projets qui seront déposés et la suite de ce projet de règlement-là suivra seulement si les projets de Rouyn-Noranda sont retenus dans le cadre de l'appel d'offres d'Hydro-Québec qui seront connus en 2027. Donc, on parle d'un emprunt total de 14 250 000 $ pour la réalisation de ces 2 projets-là qui seront remboursables par l'ensemble des propriétaires à Rouyn-Noranda. Et finalement, un avis de motion concernant le règlement établissant le code d'éthique et déontologie des élus de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, à chaque élection, le Conseil doit adopter un nouveau code d'éthique avant le 1er mai. Là, c'est une date qui a été modifiée par la loi récemment. Donc, pour respecter l'obligation, il s'agit du projet de règlement qui est déposé ici, donc l'avis de motion qui est requis. Lynne Fortin, j'en fais la proposition. Ensuite, au niveau des règlements, 2 ce soir, suite à la consultation publique qui a eu lieu le 9 mars dernier, donc l'adoption du règlement 2026-1431 qui vient modifier le règlement relatif à la démolition d'immeubles afin de retirer certains immeubles qui étaient assujettis par mesure transitoire. Donc, ce soir, le Conseil a adopté l'inventaire. C'est ce qui vient là retirer obligatoirement tous les immeubles qui étaient construits avant 1940. C'est maintenant l'inventaire qui est requis, plus certains autres immeubles là assujettis au PIA et d'autres éléments qui peuvent être prévus dans le règlement. Et suite à l'avis de motion concernant le code d'éthique, donc le projet de règlement établissant le code d'éthique des élus. Martine Rioux, j'en fais la proposition. J'appuie Vicky Brazo. Période de questions allouées aux journalistes, ça va se faire en individuel. Donc, la levée de la séance. Je propose la levée de la séance, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Merci.